Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Ça me fait plaisir de voir autant de monde pour entendre parler de React et de la gestion des states dans les applications React. Petit disclaimer, cette conférence porte sur la state management dans React et donc on va parler un peu de notions qui demandent parfois un peu de connaissances, parfois un peu moins. Si jamais c'est un niveau un peu trop élevé pour vous, qu'il y a des notions que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions après la conférence ou à venir me voir, ça sera avec plaisir que j'en parlerai. Mais voilà, c'était difficile de cibler tous les niveaux là, donc j'ai essayé de me concentrer vraiment sur le plus haut niveau et de satisfaire un peu tout le monde. Donc bonjour à tous, je m'appelle Amélie, je travaille chez BuzzBud, qui est une start-up canadienne. On développe une plateforme de vente de billets de bus initialement et maintenant plus de trains et de ferries également, pour aider les voyageurs à acheter des billets facilement partout à travers le monde. N'hésitez pas à venir m'en parler si ça vous intéresse, avec plaisir, on cherche nos futurs collègues. Je suis également l'organisatrice du Meetup React et React Native Bordeaux. Et pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous m'en parler, ça me fera plaisir. Et je parle plusieurs langages. J'ai décidé de faire cette conférence aujourd'hui parce que je fais du front-end en React depuis maintenant plusieurs années et je trouve que quand on arrive sur un projet, qu'il soit nouveau ou legacy, on a toujours cette question de comment gérer le state dans son application qui se pose et on n'a pas de guideline très forte, on a des librairies qui sont largement utilisées et plébiscitées. Mais finalement, on a beaucoup de sons de cloche et beaucoup de façons de faire et encore une fois très peu de guidelines. Et je vais vous présenter dans ce talk deux façons un peu plus nouvelles, un peu plus récentes que j'ai eu l'occasion d'utiliser pour gérer mon state dans mes applications. Et une troisième façon que je n'ai pas utilisée en production mais qui me paraissait intéressante également de vous présenter parce qu'elle a un fort taux d'adoption et qu'elle est extrêmement intéressante à utiliser. Quand on parle d'un état, j'ai été un peu surprise quand j'ai fait cette slide au début, elle était blanche, et de me dire comment je vais définir un état en quelques mots. Et puis en fait, finalement, ce n'était pas aussi simple. Donc j'ai fait tout ce que fait tout ingénieur à ce moment-là dans sa carrière. J'ai cherché sur Google. Et je suis tombée sur une définition finalement relativement simple. Finalement, un état d'une application ou d'un composant, ça va être tout ce qui décrit la mémoire de ce composant ou son comportement. Et on peut distinguer plusieurs types d'états. On a des articles qui vont les décrire jusqu'à 5 types, mais je pense que la plupart du cas, on a 2 types vraiment distincts qu'on peut avoir. Ça va être toute la data liée à le state lié à l'UI, donc vraiment les éléments visuels, ce qui va être les états de chargement, les états d'erreur, les modales qui s'affichent, etc. Et la seconde catégorie, ça va être tout ce qui est data. On peut aussi appeler ça serveur cache. Et c'est globalement toutes les informations qu'on va vouloir afficher qui généralement viennent d'une API ou d'un fichier qu'on a chargé en local, d'une base de données, d'un BFF, etc. Et toute la difficulté qu'on avait aujourd'hui dans React, Vanilla React, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'on va aller déclarer le state de l'application à l'endroit où on en a besoin, donc dans le composant qui le nécessite. Une fois qu'on a 2 composants qui ont besoin du même morceau de state, ce qu'on va se passer, c'est qu'on va lever ce morceau de state au parent le plus proche, le plus proche de ces 2 composants. Et généralement, on se retrouvait du coup avec une application où on levait finalement tout le state, et notre application de plus haut niveau était un container, contenait tout le state, gérait tout, devait passer en drill down, du coup en props tout le state à tous les composants. Certains composants au milieu faisaient simplement passe plat, récupérer la donnée et la passer aux composants enfants. Et une fois qu'on devait justement changer le state à partir d'une feuille, on se retrouvait à devoir repasser à nouveau sur tous les parents pour pouvoir changer le state du container application. Et donc on avait vraiment un dump tree assez complexe, beaucoup de passe-plats, et surtout tout un arbre qui se re-renderait à chaque fois qu'on devait mettre à jour le moindre state. Et c'est pour répondre à cette problématique qu'a apparu Redux tout au début, 2 ans après la création de React finalement, donc vraiment rapidement finalement. Et Redux a eu un fort taux d'adoption justement par rapport à cette optimisation que le dump tree ne se re-rendait pas quand on mettait à jour le state. Et ça reste aujourd'hui, je pense, la librairie la plus utilisée, en tout cas de mon expérience, sur les applications. Et elle a une excellente expérience développeur. Je ne vais pas refaire l'histoire de Redux, mais en fait, ça vous permet d'écrire des reducers qui sont en fait des pure functions, qui gèrent des stats immutables. Et à travers justement ces pure functions, on a excellente expérience développeur. Le testing est vraiment simplifié.
On a des outils comme les DevTools qui nous permettent de faire du time traveling, c'est-à-dire qu'on a un state, on a une action qui arrive et on peut déterminer de façon sûre quel est l'état du state après que cette action a été performée grâce à ça. Et finalement, Redux, largement utilisé, largement adopté, on a une énorme communauté, vraiment beaucoup de connaissances là-dessus, avait aussi son lot de complications. Et les personnes en général se plaignaient pas mal de Redux comme étant générer beaucoup de boilerplate. C'est-à-dire que pour créer une application avec Redux, si votre application était simple, vous vous retrouviez à créer un store, à l'initialiser, à avoir au moins un réduceur, à créer un fichier d'action, pour potentiellement aussi un fichier de constante pour gérer le nom des actions. Bref, énormément de fichiers pour finalement mettre à jour peut-être un élément de state. Et c'était pas mal complexe pour les développeurs et ça a généré pas mal de frustration. Et c'est pour répondre à cette frustration. Pardon, oui, donc Redux, c'était le schéma que j'ai oublié. Mais Redux, voilà, pour simplifier, en gros, là où on avait le state dans notre application dans React, finalement, avec Redux, cette notion de store, de state est sortie des composants. C'est vraiment quelque chose qui est géré à côté, qui n'est plus dans les composants React, qui est d'ailleurs géré dans le global window. Et les composants qui sont intéressés pour aller lire les valeurs vont le lire dans le store qui est en externe. Et de la même façon, pour le mettre à jour, vont mettre à jour ce store. Et ça permet donc de sortir aussi cette complexité de state des composants qui retrouvent vraiment leur responsabilité UI et non plus de gérer ce state. Et donc aussi de l'utiliser simplement au moment où ils en ont besoin. On enlève aussi la notion de drill down qu'on avait précédemment. Et donc, est apparu plus récemment, en 2019, Redux Toolkit, initialement Redux Starter Kit, qui est en fait créé par les mêmes personnes qui sont en train de maintenir React depuis en fait des années, qui l'ont presque créé. Et forte de toute l'expérience qu'ils ont pu avoir justement avec Redux, avec toute la communauté, tous les outils qui ont été créés, ils ont créé cet outil Redux Toolkit. Ce qui s'était passé, c'est que Redux était quand même très ouvert, très flexible comme librairie, et généralement, pour répondre à cette problématique notamment de boilerplate dont je parlais tout à l'heure, les développeurs avaient tendance à créer des librairies ou des micro-frameworks on top of Redux justement pour simplifier cette complexité. Et finalement, le créateur de Redux a voulu mettre tout le monde d'accord en proposant lui-même cet outil qui est un peu plus opinionated. Donc il est parti sur un principe SOAP qui est Simple, Opinionated, Powerful and Effective. Simple parce qu'en fait, il a créé une librairie qui est bien plus simple à utiliser avec les plus gros use cases qui vont être gérés plus simplement. Opinionated parce que justement, là, à ce moment-là, on va avoir des outils plus out of the box qui vont être mis à disposition. On n'a plus besoin de gérer autant de choses et finalement, ça suffit largement à couvrir tous nos use cases. Powerful parce qu'il a utilisé des librairies comme Immer pour gérer le state, pour qu'on ait quelque chose qu'on puisse muter, entre guillemets, qu'il n'est pas vraiment par derrière. Et une notion de slice qu'on va voir ensuite. Et effective parce que justement, en enlevant tout ce boilerplate qu'on avait à faire avant, on peut se concentrer sur le business de notre application vraiment, plutôt que sur la complexité technique d'écrire notre application. Il a inclus aussi dans cette librairie directement les Redux Sync et Reselect, qui étaient aussi largement utilisés lorsqu'on utilisait Redux, on les importait en général à côté. Ça a été aussi intégré directement dans la librairie comme étant des bonnes pratiques. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on a fait chez BuzzBud, c'est qu'on avait notre application qui était legacy, qui était entièrement sous Redux, et on a pu migrer vers Redux Toolkit de façon itérative, puisque c'est vraiment une surcouche de Redux, et donc les deux sont compatibles et peuvent vivre l'un à côté de l'autre. Et plutôt que de grands discours, je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Donc, dans le cadre de cette conférence, j'ai créé une petite application qui va me servir de base pour tous les exemples que je vais vous montrer par la suite, qui est une application assez basique finalement. Donc, j'ai une page. Sur cette page, je vais avoir un appel API qui va aller me fetcher une liste de départ, ici, de trip. Pour chaque voyage, on a un opérateur qui est celui qui va opérer du coup le voyage, une date de départ, enfin une heure de départ, le lieu de départ, spoiler c'est Bordeaux, une date d'arrivée et un lieu d'arrivée. Puis quand je clique sur le bouton Select d'un des trips, j'ai un drawer qui s'affiche qui me permet d'afficher l'origine, la destination, le prix et les sièges disponibles. Donc
avec plus d'informations que ce qu'il y a dans la carte. Le but du drawer, ça aurait pu être une modale ou n'importe quoi, c'était juste dans l'idée d'avoir quelque chose, un composant qui est flottant au-dessus de l'application et qui n'est pas connecté directement à la carte que je viens de sélectionner. Donc clairement, les propriétés, le state n'est pas appliqué au même niveau ici. Donc, si on regarde un peu comment ça se passe au niveau du code, je l'ai séparé en deux fenêtres. À gauche, vous avez la version Redux, et à droite, la version Redux Toolkit. Et donc, au niveau de l'initialisation du store, déjà, ça se passe ici, un petit peu de simplification. Ce n'est pas flagrant à ce niveau-là, déjà. Mais simplement, auparavant, on avait besoin de créer un combine reducer qui va aller récupérer tous nos reducers et les placer dans un root reducer, qu'on devait créer le store ensuite, ainsi de cette façon. Ça a été simplifié dans Redux Toolkit, où finalement, le configure store prend de base une liste de reducers, et on s'abstrait de, bon, là c'est léger, de quelques lignes de code, mais pour dire qu'ils ont vraiment intégré ça comme la bonne pratique que tout le monde faisait, et ça fait partie maintenant du constructeur. Si on se concentre un peu sur la partie liste du coup des trips de l'application, auparavant dans Redux, votre reducer aurait pu ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez chercher des actions types ici, c'est juste des constantes qui vont définir le nom de mes actions. Typiquement ici, j'ai du loading, j'ai le moment où mes trips ont été fetchés, récupérés de l'API pour provider mon store. J'ai un initial state, et puis j'ai mon reducer qui prend mon state, mon action, et qui va me créer un nouveau state en fonction de ce que j'ai reçu. Une fois que j'ai reçu mes trips, je donne ça à mon state, je mets mon loading and true, etc. Dans Redux Toolkit, l'équivalent, ça va être fait avec un slice. Finalement, un slice, c'est une nouvelle notion qui a été intégrée à Redux Toolkit, qui définit vraiment un morceau du state à part entière. Et c'est dans ce slice que vous allez définir déjà le nom du reducer, l'initial state directement, et une liste de reducers. Une chose aussi qui a été intégrée à Redux Toolkit, qui est extrêmement intéressante et qu'on peut voir dans le même fichier ici, que j'ai intégré, c'est ce fetch trips qui est ici. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où on va vouloir aller récupérer nos trips, on va faire un appel asynchrone. Et la façon dont on devait s'en occuper avant, c'était d'aller dans notre application, donc là je suis côté Redux à gauche encore une fois, d'aller récupérer du coup dans le useEffect qui est l'ancien component didMount, c'est ça, d'aller dispatcher éventuellement un état de loading pour afficher un spinner sur mon application, puis une fois que j'ai récupéré mes trips, d'aller dispatcher une nouvelle action pour dire « Hey, j'ai bien récupéré mes trips, les voici, mets ça dans mon store ». Et là, on voit vraiment qu'on a un rôle d'orchestrateur qui est joué par l'application, qu'on retrouve du coup plus vraiment dans cette approche avec le create async sync, pas facile à prononcer, mais en gros qui nous permet de wrapper cet appel API. Et par défaut, ça va nous créer 3 actions out of the box qui vont être du coup le fetchTrips.fullField, fetchTrips.pending pour l'état de loading et .error, il me semble, pour justement les erreurs. Et on le voit ici que j'ai rajouté dans mon extra reducer un fetchTrips.fullField que j'ai défini nulle part, c'est vraiment le framework qui me le propose du coup en ayant créé ce async sync, et sur lequel je peux simplement créer un reducer qui va aller me remplir mon state en fonction de mes trips et du résultat de cet appel API. Et finalement, c'est intéressant puisque dans mon application, la logique s'en retrouve simplifiée. Je n'ai plus besoin d'orchestrer l'état de loading, les erreurs et vraiment ce dispatch à l'intérieur de mon application. J'ai simplement besoin de dispatcher une action pour dire « j'ai besoin de récupérer mes trips ». Et finalement, c'est le store qui va s'occuper d'aller ensuite le placer à l'intérieur de son state et de le provider ensuite à l'application, qui peut simplement ensuite aller récupérer les trips et les afficher ici. Ça a été intéressant pour nous aussi en termes de TypeScript intégration, puisque ici, généralement, ce qu'on avait, c'est qu'on devait définir beaucoup de constantes pour toutes nos actions. Et finalement, avec cette approche-là, on a vraiment des actions qui sont générées automatiquement par le slice. Donc ici, on ne voit pas le cas, mais finalement, mon reducer me permettrait aussi, si j'en crée, de générer automatiquement des actions depuis le slice et de pouvoir les exporter et les utiliser. Je n'ai pas besoin de créer des constantes et de vraiment les placer, d'aller les lire dans des switches. Et c'est vraiment afféré comme ça, naturellement, dans le langage.
C'est un exemple simple. Il y a plein de choses à faire avec Redux Toolkit et mon but, c'est pas de vous faire un dictionnaire. Je vous invite à, si vous voulez, check out le projet et même aller voir la documentation de Redux Toolkit pour essayer vous-même. C'est extrêmement intéressant comme outil. Il y a énormément de fonctions qu'on peut utiliser pour simplifier notre application dans ce sens-là. Mais je vais continuer. Et finalement, vous pourriez me dire que, bah ok, en fait finalement vous attendiez peut-être quelque chose d'encore plus simple, parce qu'on a quand même ce slice, on a quand même le create store, on a quand même l'initial state, on a quand même des actions qu'on doit dispatcher. Et oui, effectivement, ça reste plus simple, mais on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Et j'aimerais revenir aux fondamentaux, que quand on apprend React, il y a deux notions principales qu'on a, c'est les props et le state. Et en fait, finalement, React, c'est déjà une librairie qui nous permet de gérer du state de façon native. Alors, essayons de reprendre les basiques et de voir comment on peut justement utiliser ça pour avoir quelque chose de plus simple. Donc, imaginons, prenons le cas le plus basique, on a un bouton qui incrémente un compteur. Vraiment l'exemple après la to-do list le plus basique. Hein. Donc, on met le state au niveau du bouton. Puis on imagine qu'on a un deuxième composant à côté, qui a besoin d'aller récupérer le count. Alors à ce moment-là, on est obligé de passer le state au parent le plus proche et de partager via les props, du coup, ce state. Et à nouveau, sur une application plus complexe, qui n'est pas du coup un counter qui n'existe pas dans la vraie vie, cette application, on va avoir du coup ce problème de drill down qui revient, où forcément au moment où on sélectionne, typiquement dans mon application, je sélectionne un item, ça remonte jusqu'à l'application qui doit tout redescendre, le drill down, les props, etc. que je vous présentais au début. Même problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Finalement, je suis allé dans la documentation de React, ce qui m'arrive pas souvent. Mais j'ai trouvé cette composition de composants qui est une notion en fait finalement qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup. Pour vous dire, je fais du React tout le temps et j'avais complètement perdu cette notion-là, qui est donc de se dire, plutôt que de passer des props qui sont de la data à nos composants, on pourrait leur passer directement des composants. Imaginons qu'on est dans une application, besoin d'un avatar à deux endroits distincts de l'application, et que la data pour provider cet avatar, ça va être un profile URL, un profile name, ça va être, imaginons, un set de data. Et bien, plutôt que de passer un objet, ou de passer trois props du haut de mon application jusqu'en bas, qui vont être du coup à deux endroits différents, puisque j'ai besoin de mon avatar à deux endroits différents, mais on pourrait lever cette complexité, créer l'avatar au niveau de l'application, qui est le parent le plus proche du coup des deux composants qui en auraient besoin, et du coup passer ensuite cet avatar qui est le composant en props à nos composants. Et finalement, ça nous permet de passer plus de la UI que de la data aux composants. Ça reste quand même du drill down potentiellement, puisqu'on va passer l'avatar, typiquement ici dans ce cas-là, au header, à la navigation, navigation item, etc. Mais ça reste quelque chose finalement de contextualisé et la data est vraiment utilisée et consommée au niveau le plus proche de là où on en a besoin. Cette approche est intéressante et elle est utilisée pas mal dans des librairies comme Bootstrap, notamment pour tout ce qui va être les tabs et les tabs items. Mais elle a aussi ses limitations dans le cadre d'une application complexe. On se rend compte qu'on ne va pas instancier tous nos composants dans notre application container tout en haut. Et donc, il y a un deuxième outil qu'on peut utiliser en React natif. Ça va être le contexte. Le contexte, c'est un outil qui nous est donné, qui nous permet de mettre des données dans un objet, qui va être placé dans un component de notre DOM tree, et qui ensuite va être rendu à disposition des composants enfants, mais sans avoir besoin de drill down toutes ces props. Donc ça répond vraiment à une problématique de drill down de props. Et finalement, dans ce cas-là, par exemple, on va dire à notre application de haut niveau qu'elle instancie un contexte avec des données d'authentification, par exemple. Et pour les enfants qui auraient besoin de lire ces données d'authentification, plutôt que d'aller passer les props en drill down, on va utiliser ce contexte, se brancher directement dessus et lire ces informations. On voit que le flow est descendant à ce moment-là, on lit les informations, mais on pourrait très bien aussi imaginer un scénario où on utiliserait le useState ou le useReducer pour aussi faire remonter de l'information et avoir vraiment quelque chose qui ressemble à un state management à ce moment-là. Et je vais vous montrer un peu comment ça peut se faire à ce moment-là, dans la même application que tout à l'heure. Donc, je vais juste fermer les fenêtres, je vais changer de projet. Donc j'ai un projet ici qui contient
des démos sur la même application avec plusieurs types de state management ici, donc n'hésitez pas à regarder si vous en avez envie. Mais dans le cas du coup du reducer/context approche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application container ici, finalement, qui... Donc, on a un provider... Donc, pardon, je reviens. On a le contexte. Avec le contexte, on a un provider, celui qui provide le contexte, et les consumers, ceux qui consomment la valeur. Donc, le provider est censé initialiser, du coup, notre contexte avec ce qu'on souhaite y mettre. Ici, typiquement, on veut un state management-like. Alors, du coup, on va lui passer des données de state et on va lui donner de quoi changer ce state aussi. Donc typiquement, la valeur que je lui passe à ce provider ici, ça va être un state et des actions, qui ressemblent vraiment aux actions que j'avais tout à l'heure avec Redux. Ce state et ces actions ici me sont providés par le useReducer, qui est en fait un hook natif à React, et qui fonctionne mais vraiment pareil que Redux si vous n'avez pas encore utilisé ce hook finalement. Il prend un reducer en paramètre à un initial state. Ce reducer prend un state et une action. En fonction de l'action, va retourner une nouvelle valeur du state. Et la valeur de retour de ce useReducer, ça va être du coup le state, ainsi que une fonction qui nous permet du coup de dispatcher des actions. Et on a vraiment la même approche que sur du Redux en plus simple du coup et en natif, où on peut avoir du state, avoir des actions, donner ça à notre application. Et si on regarde un peu comment ça se passe quand on veut consommer du coup ce state ici, on va aller dans l'application. Et finalement, on a aussi quelque chose de relativement simple, en tout cas pas plus compliqué que ce qu'on avait tout à l'heure avec Redux, où on va aller utiliser ce contexte, l'importer, pour aller récupérer potentiellement des voyages de notre state, ainsi que des actions si on en a besoin, et les utiliser ensuite dans notre composant. Typiquement ici, au moment où je monte mon composant, je récupère via asynchrone mes voyages, puis je vais aller renseigner dans mon store les voyages que j'ai récupérés. L'inconvénient de cette approche, c'est que ici, on va retourner tout le temps un nouvel objet de notre reducer. Fait qu'en fait, en React, un composant va se re-rendre à chaque fois qu'une valeur du state change. Étant donné qu'on change à chaque fois avec une action l'objet, sa référence va changer, le component va se re-render tout le temps. Donc chaque composant qui consomme ce contexte va se re-render dès que sa valeur change, mais qu'il soit abonné ou pas à ce morceau de state. Même si c'est un morceau de state auquel il s'abonne et qu'il cherche à lire, il va se re-rendre tout le temps dès que ça va changer. Donc c'est un inconvénient à garder en tête et qu'on peut potentiellement résoudre en utilisant du useMemo, mais ça veut dire qu'on va wrapper tous nos composants dans des useMemo pour faire en sorte qu'ils ne se re-rendent pas à chaque fois, etc. Ça devient aussi complexe à gérer à ce niveau-là. Mais sur des morceaux d'application, ça fonctionne très bien. Typiquement, chez BuzzBund, on l'a utilisé pour une partie de l'application pour faire un micro-routing sur une vue modale, pour passer juste d'une vue à une autre sur l'authentification. Donc ça peut fonctionner très bien. Ici, je l'ai mis à haut niveau, mais imaginez qu'on met ce contexte sur une partie de l'application, une partie du component. Le re-render, c'est quelque chose qui est natif à React, ça se gère bien et ça fonctionne. C'est pas quelque chose dont on doit avoir peur, donc ça reste une solution viable selon le besoin. Et on a donc deux solutions ici que je vous ai présentées. Et je vais donc vous présenter la troisième qui est vraiment récente, pour moi en tout cas, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est Recoil. Recoil est un state manager, comme tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. La différence est que Recoil a été développé par les équipes de React directement et pour des applications React. Donc c'est entièrement intégré à tout l'écosystème de React et à toute l'API de celle-ci. On a une courbe d'apprentissage qui est extrêmement simple et extrêmement rapide parce que justement ça a été fait dans ce modèle mental de composants et d'applications React. Je vais vous présenter un peu les core concepts, vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Et ensuite, je vais vous montrer un peu comment ça a été intégré dans l'application que je vous ai montré jusqu'ici. Le premier concept, ça va être les atomes. Les atomes représentent une petite unité de state à laquelle vous pouvez souscrire et qui va se mettre à jour. Évidemment, chaque composant qui souscrit à cette unité de state, s'il change, se re-render. On voit qu'un atome, comme tous les autres concepts que je vais vous montrer,
prend une clé qui doit être unique, qui représente le nom du state que ça représente, ainsi qu'un default qui est la valeur initiale. On a ensuite les sélecteurs. De la même façon, si vous en avez utilisé dans Redux, vous allez vous y retrouver ici, puisqu'en fait les sélecteurs sont des fonctions pures qui prennent en paramètre soit d'autres sélecteurs, soit des atomes, et qui vont en fait nous donner une valeur dérivée du state, nous calculer une valeur dérivée du state et nous le rendre ensuite à nos composants qui s'abonnent, consomment ce sélecteur. Évidemment, à chaque fois que l'atome au bout où le sélecteur, la valeur se met à jour, le composant qui lie ce sélecteur va se rendre également. Et de la même façon, on voit qu'on a une clé qui nous permet de définir la valeur du sélecteur, enfin, définir ce qu'est ce sélecteur. On voit qu'on a un get qui nous permet qui est une fonction qui nous permet du coup de dire quelle data on dérive, quelle data on va retourner de ce sélecteur. Et on peut même avoir un set sur ce sélecteur qui nous permet en fait de mettre à jour le state en fonction de valeurs qu'on va dériver à l'intérieur du sélecteur. Et à nouveau, et les hooks, pardon. Et les hooks qui, bah oui, une fois qu'on a défini nos sélecteurs et nos hooks, il faut bien pouvoir les consommer dans nos composants. Et finalement, ça fonctionne exactement de la même base que le useState en React. On va avoir un useRecoilState qui va nous générer un getter et un setter pour lire et mettre à jour le state, qu'il soit atome ou sélecteur. Mais on peut récupérer seulement le getter avec le useRecoilValue ou juste le setter avec le useRecoilSetState. J'ai réussi à le dire. Et on a même des utilitaires pour les requêtes asynchrones. Mais encore une fois, plutôt que de grands discours, je vais plutôt vous montrer comment ça a été intégré dans l'application. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'occasion de ce talk ici, donc c'est pas quelque chose que j'ai mis en production et avec lequel je travaille tous les jours. Mais je dois dire que j'ai été assez surprise quand même de me dire que quand je l'ai mis sur mon projet, ça a été très rapide et en fait super naturel. Et j'ai même mis, je dois avouer, moins de temps à mettre en place Recoil sur mon application que genre Redux Toolkit que j'utilise tous les jours. Donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà comment ça se présente. Pour commencer, au plus haut niveau de l'application, j'ai un recoil root qui me permet du coup de définir mon contexte recoil. Et on voit qu'en second, j'ai un react.suspense. Pour ceux qui ne connaissent pas, suspense, c'est une API providée par React qui nous permet d'afficher un spinner, typiquement un loader, un état de loading dans notre application de façon plus fine. Ici, j'ai un fallback qui est juste une div, imaginez que c'est un spinner, mais en fait, il y a toute une API derrière qui nous permet d'afficher le spinner si la réponse API n'arrive pas dans les 200 millisecondes, ça ne s'affiche qu'à ce moment-là pour éviter justement un effet de blink. Enfin, vraiment, Suspense, c'est extrêmement complexe, enfin, pas complexe, complet. Et en tout cas, Recoil s'intègre à 100% avec Suspense, je vais vous montrer comment juste ensuite. Mais ici, j'ai ma balise qui arrive en haut. Puis, j'ai mon application. Si on regarde un peu comment ça se passe au niveau du state, ce qui nous intéresse le plus, je vais aller dans mon dossier Atom. Et on voit que j'ai défini un seul atome finalement, qui va être mon selected trip state. Selected, donc c'est vraiment au moment où vous vous souvenez, je clique sur le bouton, j'ai mon drawer qui s'affiche, et c'est simplement à ce moment-là où j'ai eu besoin de mettre en place un atome finalement pour gérer justement le fait que j'ai sélectionné un trip avec son trip ID que je mets dans mon state. Mais alors où sont passés mes trips? Tout se gère dans les sélecteurs. Mes trips sont ici. Finalement, mes trips, j'ai créé un sélecteur qui wrap ça, avec une clé unique ici, c'est important. Et finalement, ce qui va me donner la valeur de mes trips dans mon store, ça va être un getTripsQuery, on ne sait pas trop, .trips. Pareil, mes opérateurs et mes locations ici utilisent le même sélecteur getTripsQuery. TripsQuery, ok, c'est défini juste au-dessus. TripsQuery ressemble à un sélecteur, sent comme un sélecteur. Et en fait, finalement, on voit qu'il y a une clé. Et la seule différence avec les autres, c'est qu'on a un mot-clé ici qui est async. Et ça, c'est vraiment le mot-clé qui va faire comprendre en fait, à Recoil qu'on est vraiment dans une requête asynchrone et qu'il s'agit d'un sélecteur asynchrone. Et on wrap du coup une requête ici à l'intérieur, mais qui est toujours mon fetch trips ici. Et toute l'intelligence de Recoil est que ici, de façon transparente, je vais pouvoir utiliser ce TripsQuery partout. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'à chaque fois que je récupère mes trips, mes opérateurs ou fetcher quoi que ce soit de mon state, à chaque fois, on va devoir faire performer du coup ce call API. Il est suffisamment intelligent pour le faire une fois. Et une fois qu'il est fait, il est mis en cache. Et votre store va lire les valeurs à partir de ce store sans avoir besoin de reperformer
le call API. Donc ici, typiquement, si j'appelle une première fois trips dans mon application et à plus bas niveau une seconde fois, il va aller me faire une fois le call API et la seconde fois me ressortir du cache. C'est très puissant dans le sens où une fois que j'ai besoin d'écrire mes sélecteurs ici, je suis complètement abstraite de savoir où est cette donnée. C'est lui qui s'occupe de savoir où elle est la chercher. C'est extrêmement puissant ici, mais c'est extrêmement puissant en fait encore plus dans l'application, puisque si on regarde comment ça a été ensuite intégré ici, mon application est extrêmement simplifiée. J'ai plus de use state, j'ai plus besoin d'orchestrer quoi que ce soit, j'ai même plus besoin de dire va chercher la data, je l'ai pas, puisqu'en fait c'est Recall qui s'en occupe. Cette complexité est vraiment gérée à l'intérieur de la librairie. Et lui, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'aller consommer des trips, c'est ça sa responsabilité en tant que composant. Afficher des trips, les prendre dans le store et les afficher. Et c'est exactement ce que ce composant fait finalement. Il va les lire dans le store, récupérer les trips et les afficher. Et c'est Recoil, derrière, lui, qui va savoir est-ce que je l'ai dans mon store, est-ce que je ne l'ai pas, est-ce que je dois faire la requête API. Et lui, vraiment, ne s'en occupe pas. Et on extrait cette complexité, on rend au composant son rôle de UI component, et du coup, de pouvoir juste afficher les trips. Et si on va un peu plus loin et qu'on va voir du coup l'objet trip au singulier, qui est du coup ma carte de voyage, qui va être du coup dans mes composants, ici. Hop. Et si on regarde un peu l'objet trip, on voit que ça fonctionne un peu de la même façon. Finalement, j'ai pas mal de sélecteurs et d'atomes qui vont me permettre d'afficher du coup l'opérateur, la location, d'aller chercher les horaires également, qui est dans le trip, de savoir si ça a été sélectionné ou pas, en fonction de si je veux afficher des couleurs différentes sur la carte sélectionnée, etc., etc. Finalement, on a du use recall state, use set recall state, voilà, il faut que je le rate une fois celui-là, qui en fait me retourne comme une... On pourrait définir ça comme une action finalement qui va me permettre de sélectionner le trip. Donc quand on clique sur le bouton, qui est vraiment le setter du coup de mon state, en fait de mon atome qu'on a vu précédemment. Et on va aller récupérer l'opérateur au travers du use recoil value. Et cette fois, on va aller chercher avec un sélecteur en fonction du trip qui est en train d'être affiché, la valeur de l'opérateur, etc., etc. On utilise ici donc tous les hooks qui nous sont providés par Recoil, associés à des sélecteurs qu'on a définis ici à chaque fois dans notre fichier de sélecteur. L'autre notion que je peux vous expliquer rapidement aussi, c'est la notion de selector family, qui est simplement en fait un sélecteur qui prend un argument. Voilà, c'était juste ça en fait. C'est-à-dire qu'ici, j'ai besoin d'aller récupérer en fonction d'un trip mon opérateur. À ce moment-là, j'ai besoin de savoir de quel trip je parle, évidemment, puisque dans mon store, j'ai mon opérateur qui dépend forcément du voyage. Donc je lui passe le trip ID ici, et puis lui, ça va lui permettre, en associant d'autres sélecteurs, d'aller chercher du coup le trip duquel je suis en train de parler à partir de ce trip ID, et d'aller récupérer l'opérateur ID, et puis enfin d'aller chercher les opérateurs pour aller chercher le bon et pouvoir l'afficher à mon UI. Et encore une fois, ici, le get opérateur qu'on voit là, c'est ce get opérateur là qui va aller chercher le get trips query ici. Encore une fois, on a une combinaison et une association des hooks ici qui est faite et qui nous permet en fait finalement d'avoir des sélecteurs qui sont atomiques qu'on peut associer ensemble pour voilà, dériver la data dont on a besoin et faire ce qu'on a besoin là, dans notre application. Je vous invite encore une fois à aller checker le code ou la documentation de Recoil qui est extrêmement bien faite et à tester ça par vous-même parce que j'ai été assez impressionné de voir comment ça fonctionnait. Pour revenir à Suspense dont je parlais tout à l'heure, justement, tout se gère à travers ce trips query ici. Et c'est lui, naturellement, en fait, au moment où il fait sa requête asynchrone, qui va aller lever un événement, ça marche dans React, hein, c'est vraiment interne, qui va aller lever un événement comme quoi il est en train de se loader. Et la balise suspense va aller catcher cet événement et afficher votre spinner ou loader en fonction justement de cette requête asynchrone. Si mon application appelle trips query, que c'est en train de loader, ça va être catché du coup par le suspense qui va aller l'afficher. Et je crois que du coup, si on regarde ça, c'est vraiment la version Recoil. Et on voit ici que j'ai vraiment mon loading qui s'affiche ici et qui est vraiment géré à 100% par suspense puisque je ne l'ai pas géré dans mon composant. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous permet de soustraire un peu cette complexité et de l'effacer de nos composants à part entière. Nos composants, encore une fois, n'affichera que la trips list. Et tout ce qui est erreur et loading peuvent être gérés par des balises qui sont natives à React de cette façon.
Voilà pour Recoil. Et donc, pour récapituler sur tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, on a eu 3 solutions. On a eu le state reducer avec le contexte, qui est natif, donc finalement, en fait, qui rajoute absolument aucun poids à votre bundle, si jamais c'est un argument pour vous. Au niveau du setup, on a un contexte et un reducer, potentiellement. L'avantage, c'est que c'est natif. L'inconvénient, c'est que c'est pas très optimisé en fonction de ce que vous voulez faire. Encore une fois, dans certains use cases, pour une certaine partie de l'application, ça peut faire du sens. Faut pas non plus en avoir peur. On a Redux Toolkit, qui est une bonne alternative également aujourd'hui, qui est en fait la nouvelle façon aussi d'utiliser Redux. Si vous allez sur la documentation officielle de Redux, on va vous vendre du Redux Toolkit. Et finalement, le setup est relativement simple, surtout si on compare à Redux. On a des slices qui nous permettent vraiment de concentrer la logique métier au sein d'un seul et même reducer en prenant toutes les informations au même endroit. On a le configure store, on a les providers à setup, etc. En termes d'avantages, le principal que j'ai envie de noter, moi, c'est que c'est hors React. C'est-à-dire qu'en fait, Redux Toolkit, vous pouvez l'utiliser aussi en dehors de React. Ça peut être utilisé en vanilla. Je pense qu'on ne le fait pas souvent, mais c'est vrai que nous, chez BuzzBud, on a eu ce besoin où on a Redux sur certaines pages et finalement, on a utilisé la même logique sur d'autres pages et puis on peut le lire à travers le window. Et ça nous permet de centraliser cette logique et de la mutualiser, de la réutiliser quand même sur des pages qui sont vanilla.js. Le DevTools, le time travel, les middleware, voilà, tout ce qui est vraiment lié à Redux, plus la simplification avec Redux Toolkit, ce sont vraiment des arguments intéressants quand vous voulez faire votre application. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours un peu de boilerplate, qu'on se le dise. Malgré tout, il y a tout ce setup à faire au début. Et enfin, Recoil, qui est une alternative extrêmement intéressante, qui forcément est une librairie externe, donc qui rajoute aussi du poids au bundle. Le setup est simple, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai simplement quelques balises à rajouter, mes atomes, mes selectors, mon provider. On a une courbe d'apprentissage extrêmement simple pour ceux qui utilisent régulièrement les state, use reducer, etc. Je ne pense pas que vous seriez perdu là-dessus, en tout cas je ne l'ai pas été, puisque ça ressemble vraiment. Et je mets un point d'interrogation sur la scalabilité, parce que, encore une fois, je ne l'ai pas utilisé en production. Mais c'est vrai qu'en le créant, j'ai créé beaucoup de sélecteurs qui sont atomiques, qui s'appellent les uns les autres. Et finalement, je me retrouve avec beaucoup de mixité en fait, dans mes sélecteurs qui s'appellent tous. Et je me dis que s'il y en a un qui plante, en fait, il y a tout qui plante. Et finalement, j'ai aussi beaucoup de sélecteurs pour pas beaucoup de complexité. Alors peut-être que je m'y prends mal, peut-être qu'il y a des solutions. Et si jamais vous avez de l'expérience là-dessus, je vous en prie, venez m'en parler parce que je suis vraiment en recherche de feedback là-dessus. C'est extrêmement intéressant et je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner sur une grosse application, vraiment. Mais point d'interrogation. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, il faut juste avoir un peu de rigueur, j'imagine. Mais voilà, je me pose vraiment la question. Et enfin, en sortant de cette conférence, vous allez vous poser la question, mais du coup, quelle est la solution que je vais prendre? C'est quoi la bonne réponse? En fait, comme en informatique, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend en fait. Quel est votre problème? Finalement, si vous avez un problème qui est simplement une petite application, quelque chose de basique, quelque chose où il n'y a pas beaucoup de changements, où simplement vous avez besoin de répondre à une problématique de drill down, finalement, le use context va simplement réussir. S'il y a un peu de drill down et que votre application est simple et que vous avez besoin de mettre un peu le state à jour de temps en temps, eh bien, le use context plus le use reducer fonctionne également très bien. Enfin, si c'est une application qui est plus complexe, où vous avez besoin de persister le state, où vous avez besoin d'outils de debugging, qui a besoin de scaler, qui a besoin de performance aussi, parce que vous n'avez pas envie de mettre des use memo partout sur vos composants pour qu'ils ne se render pas, etc. À ce moment-là, d'autres solutions comme Redux Toolkit, Recoil, ou des dizaines d'autres librairies de state management qui existent pourront faire l'affaire. Un petit warning sur la communauté, la maintenance. Aujourd'hui, un peu comme les frameworks front, c'est la nouvelle mode. On a énormément de nouvelles librairies de state management qui arrivent, qui sortent. Et faites attention si vous faites un projet qui a besoin de scaler, qui a besoin d'être dans des grosses équipes, de choisir une librairie qui va vivre en fait. C'est un peu idiot à dire là, mais qu'il y ait une communauté derrière, quelqu'un pour vous aider, pour répondre à vos questions, et que la librairie continue à vivre ensuite, qu'il soit maintenable et qu'il soit compréhensible, ça reste aussi un critère, je pense, important pour vos équipes, pour l'intégration. Et enfin, je voudrais vous inviter à réduire le bruit dans votre application également. Comme je vous ai dit au début, on a deux types de state, le UI et le data.
En fait, le UI, la bonne pratique qui est recommandée par des grands de la tech aujourd'hui, et je suis assez d'accord avec ça, c'est de garder vraiment tout le state qui est lié au UI dans vos composants, là où vous en avez besoin. Ça permet d'avoir une application aussi qui est plus maintenable. C'est-à-dire que quand vous regardez votre application et que vous avez besoin de savoir où est-ce que c'est utilisé, ben c'est visuellement visible sur votre application, puis aussi dans le code, vous savez où aller chercher. Ça devient évident, rendre les choses explicites et évidentes. Ne pas avoir peur du drill down aussi. C'est pas grave si vous avez besoin de lifter le state pour aller le passer aux enfants parce qu'on en a besoin à plusieurs endroits. C'est quelque chose que React gère. Enfin, encore une fois, n'ayez pas peur de passer des props et que vos composants se rendent. Il n'y a pas de problème, c'est géré pour ça React. Et enfin, au niveau du data caching, on a des nouvelles librairies qui émergent comme React Query et Redux Toolkit Query, que je n'ai pas utilisé, donc je ne pourrais pas tellement vous en parler, mais simplement, ça va vous permettre justement d'abstraire toute cette logique de data, de fetching de data. Ils vont s'en occuper vraiment de leur côté, et votre application, du coup, vous n'avez plus qu'à gérer la complexité du state UI, et du coup, ça vous simplifie aussi la vie de ce côté-là, et peut-être qu'à ce moment-là, en utilisant React Query ou Redux Toolkit Query, vous n'avez même plus besoin de State Management Library, puisque finalement, tout est géré à l'intérieur. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, vas-y. Merci. Alors, la question c'est comment débugger Recoil. Hop, j'ai anticipé quelques questions. Je ne l'ai pas testé, mais il existe en fait des balises que tu peux mettre dans le code qui vont te permettre d'observer ce qui se passe dans ton state, un peu à la mode de Redux, mais bon, du coup sans le DevTools, avec à base de snapshot et à base de time travel également. Donc c'est plus manuel aujourd'hui, je pense, puisque c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ton code pour pouvoir le debug. Mais il y a des outils qui existent et qui permettent de voir un peu ce qui se passe, éventuellement de tester aussi ton code. Il y avait une autre question par là-bas. Oui. Oui. On est à Devox. Hein. On est à Devox philosophique. Ok, vas-y. Je plaisante. Oui. Mm. 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 Oui. Ok. Alors, je ne vais pas pouvoir répéter la question parce que je ne l'ai pas 100% comprise. Donc ta question, je vais essayer de la reformuler du coup. Ta question, c'est quand on est du coup dans... attends, je vais reprendre mon exemple du coup typiquement. Quand on est dans Redux Toolkit ici, hop, tac, 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 Redux, src, store, trips ici. Donc la question, c'est dans Helm, aujourd'hui, on a des preuves formelles que ça compile et ça fonctionne et qu'on teste tous nos états, c'est ça, tous nos états possibles, et comment on peut faire pour, dans Redux Toolkit, vérifier la même chose, c'est ça? Donc, je vais essayer de répondre, mais peut-être que je vais répondre à côté parce que je ne suis pas sûre exactement de ce que tu cherches à savoir. Mais ici, en fait, la logique est exactement la même dans le sens où tu vas définir les réduceurs dont tu as besoin et les extra réduceurs dont tu as besoin. Si c'est la question par rapport à fulfilled, pending et errors qui sont générés automatiquement, c'était ça la question? Ouais. Ben, en fait, il n'y a pas forcément de réduceur associé. En fait, ça va juste te générer automatiquement des actions. Effectivement, c'est après à tes réduceurs d'aller s'abonner à ce qui est généré ici pour aller mettre à jour leur state. Mais en fait, c'était un peu la même chose avec les 5 finalement, où pareil, tu avais une action qui était dispatchée, et les 5 allaient lire, et puis finalement mettre à jour leur valeur à l'intérieur. Mais alors, en termes de preuves formelles, je ne saurais pas trop te dire, parce que je ne suis pas calé dans
des preuves formelles, etc. En revanche, je pense que ça va être vraiment le rôle des tests de ton application derrière, d'aller vérifier que chacun de tes reducers écoute la valeur et mette à jour leur reducer, leur state, j'allais dire accordingly, mais en fonction. J'ai des affida Turner dans ma tête, c'est compliqué. Hein. Mais vraiment, j'ai pas ressenti plus de choses que j'ai eu besoin de tester en passant sur Redux Toolkit que sur Redux avant. Mais si tu veux, on peut s'en parler après si tu veux pour des cas plus précis. Ouais, ouais, on va s'en parler après. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. 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 Ok. Ouais. Alors la question c'est quelle est l'adhérence de Recoil par rapport au framework, enfin à la librairie React. En fait, Recoil ça a été développé par les équipes de Facebook pour les outils Facebook dans des applications React. Donc en fait, c'est 100% pas portable en fait aujourd'hui. Hein. Clairement, et clairement la logique est faite de façon à ce que ça s'intègre vraiment dans l'écosystème, encore une fois avec tout ce qui est lié au suspense et au error boundary. Et du coup, aujourd'hui c'est vraiment 100% lié à tout ça. Et peut-être qu'un jour ça a vocation à être porté, mais vraiment le but c'est de simplifier l'expérience utilisateur des développeurs, l'expérience développeur sur React pour les développeurs React. Et justement, plutôt de prendre ce parti opinionated, d'avoir quelque chose de lié à la librairie, plutôt que d'avoir quelque chose d'ouvert finalement et qui soit plus difficile à intégrer comme ça a pu être le cas pour Redux. Et j'ai plus le temps. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des feedbacks, vu que l'application ne marche pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou anonyme, hein, si vous voulez. Ça m'est égal, mais n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et j'ai été très contente de vous recevoir. Merci beaucoup à tous. Hop là.